L'Organisation des Nations Unies appelle les formations politiques congolaises à être de véritables instruments de maintien de paix et de stabilité. C'est en substance le message porté par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale lors de sa séance de travail avec l'équipe dirigeante du Parti congolais du travail, conduite par le secrétaire permanent aux affaires électorales ce 20 février à Brazzaville. Je suis là depuis hier dans le cadre d'une mission d'information de prise de contact avec les autorités congolaises et j'ai estimé que en ce moment où nous nous acheminons vers 2026, une allée électorale pour le pays, il était de bon ton de venir rencontrer l'équipe dirigeante du Parti congolais du travail. J'aurai l'opportunité de rencontrer les autres formations politiques également pour passer un message qui est cher aux Nations Unies. Le message, c'est un message de continuité du maintien de la paix, de la stabilité et de la quiétude sociale ici en République du Congo, dans un environnement régional des plus complexes. Abdou Abari préconise surtout la représentation des jeunes et des femmes dans les instances de gouvernance pour plus d'équilibre dans la gestion de la chose publique. L'Afrique centrale fait face à beaucoup de défis. L'un des défis les plus préoccupants de ces derniers jours, de ces dernières semaines, est bien évidemment la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous souhaitons que ce havre de paix qu'est le Congo puisse, à l'occasion de ces élections, renforcer son bien vivre ensemble, renforcer sa cohésion sociale, renforcer sa paix et sa stabilité dans un environnement qui en a grandement besoin. Voilà en gros le cœur de nos discussions et les messages que j'ai passés à la classe, à la direction du PCT, en n'ayant pas manqué, bien évidemment, de leur demander de continuer dans la dynamique de la représentation des jeunes, la représentation des femmes au niveau des structures de gouvernance ici à République du Congo. Donc, M. Abdou Abari, lorsque vous prenez ces chiffres que votre propre institution produit, vous voyez bien que vous ne pouvez pas féliciter le gouvernement congolais. Féliciter le gouvernement congolais, c'est faire insulte aux Congolais. Aller féliciter le PCT et ses pratiques, c'est insulter les Congolais. Bonjour, chers téléspectateurs de R7. Bienvenue à notre chronique de ce jour. Mouini Volo Didier, celui qui vous présente la chronique de R7. Je suis très content de vous savoir encore nombreux aujourd'hui à nous suivre, puisque nous allons essayer de décortiquer aujourd'hui une séquence de l'actualité nationale au Congo, mais en lien avec l'actualité internationale. La chronique d'aujourd'hui porte sur le comportement de cette organisation internationale gouvernementale, telle qu'on l'appelle dans les relations internationales, qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies. De nombreux Congolais et Africains ont suivi le vendredi 21 février 2025, si je ne me trompe pas, le passage sur Télé Congo, journal de 20 heures, un journal officiel, une institution, de M. Abdou Abari, si je ne me trompe pas, diplomate nigérien, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour notre Afrique centrale et donc pour le Congo, et qui, bizarrement, a tenu des propos sur elle. Évidemment, nous allons échanger. Et donc, je me suis dit, il est peut-être nécessaire de mettre le sujet sur la table et de discuter avec les Congolais et les Africains plus largement sur c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par une organisation internationale gouvernementale, pourquoi ces organisations, en tout cas, existent et à quoi ça nous sert.
Petit rappel historique, c'est que les nations ont toujours existé, peu importe les continents, peu importe leur catégorisation, les royaumes, les empires, et puis les États modernes qui sont nés avec une administration publique. Et en Europe, il y a eu un événement assez spécifique, et ça, c'est pour comprendre un peu aussi un chapitre de ce qu'on appelle les relations internationales. Donc, en Europe, il y a eu une montée des puissances assez équivalentes, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et autres, et ces puissances sont entrées en compétition entre elles. Ça aboutit à la Première Guerre mondiale, que nous avons tous étudié à l'école, avec les assassinats du prince héritier du siège d'Autriche-Hongrie, avec la montée des nationalismes, et au final, on a cette guerre en Europe qu'on va connaître sous le nom de la Première Guerre mondiale. Alors, il faut que tous ceux qui nous suivent puissent comprendre une chose. Ce qu'on entend par la Première Guerre mondiale, en réalité, c'est une guerre civile européenne, parce que cette guerre a mis en conflit principalement les États européens, les puissances européennes. Et donc, les terres, les colonies européennes en Asie et en Afrique vont y participer en tant que prolongement des empires coloniaux, et notamment de l'empire colonial britannique et de l'empire colonial français. Donc, ces populations vont participer à la Première Guerre mondiale en tant que colonies des empires européens. En réalité, le théâtre des opérations, principalement, c'est l'Europe. Donc, la Première Guerre mondiale, des fois, on le qualifie, en tout cas, de guerre civile européenne. Il est vrai que les Américains vont intervenir à un moment donné. Et d'ailleurs, lorsque les Américains interviennent, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ces gens-là se battent entre eux de cette façon-là. Ce qui fait que, à la fin de la guerre, pendant le traité de Versailles, pendant donc la conférence de la paix de Paris en 1919, quand la guerre finit, en 1918, donc pendant le traité de Versailles, le président Wilson, Woodrow Wilson, qui pose point pour la paix, mais ce n'est pas pour la paix mondiale. Et Wilson est très clair sur le sujet. Les Américains sont très clairs sur le sujet. C'est pour la paix en Europe, puisque le problème, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui était en guerre. Donc, le président Wilson va donc proposer un contrat, un traité de paix. On va donc créer une organisation internationale, on va l'appeler comme ça, mais ça reste vraiment une organisation internationale européenne. La Société des Nations, c'est d'abord une société des nations européennes. Et la preuve, l'Union soviétique et les États-Unis ne vont pas être membres de cette organisation internationale gouvernementale. Donc, quand la SDN, la Société des Nations, va naître, ça va être en Suisse, parce que la Suisse est un pays neutre. Et en ce moment-là, les Américains n'y participent pas, les Soviétiques, parce qu'il s'agit d'une organisation pour essayer de régler certains différends, mais par les voies pacifiques. Donc, excluant tout ce qui est guerre. Sauf que très vite, vous pouvez vous documenter sur l'histoire de la SDN et ses échecs. Lorsque la crise économique arrive, la crise qu'on a connue comme la crise économique de 1929 à Wall Street et autres, évidemment, cette crise qui commence aux États-Unis a des conséquences en Europe, puisque les trusts et les cartels américains sont associés aux Européens. Et lorsque la crise touche les États-Unis, il y a des conséquences en Europe. La famine, la misère va faire qu'il y a montée de fascisme en Europe dans les années 30. Donc, on revient encore dans des compétitions entre puissances européennes. La SDN, qui est déjà les prémices avec la SDN, la Société des Nations, nous sommes là dans les prémices de la construction de ce qu'on va appeler
la communauté internationale. Mais ça reste encore tourné au niveau de l'Europe. Donc, très vite, la montée du fascisme, eh ben, la Société des Nations ne pourra pas éviter la montée du fascisme, les compétitions entre les États, les conquêtes de Hitler en Europe, mais tout comme les conquêtes japonaises en Asie, Pacifique, et notamment la conquête de la Mandchourie, qui est restée assez célèbre dans l'histoire parmi les causes de la Seconde Guerre mondiale, en plus de l'attaque de Pearl Harbor. Donc, cette première construction d'une communauté internationale échoue avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on est véritablement dans une guerre mondiale parce que presque toutes les terres de notre planète vont être en guerre. En Asie, en Europe et même en Afrique, on va avoir les batailles, notamment en Afrique du Nord. Ce qui fait que cette fois-ci, la donne change. La donne change puisque le monde entier est impliqué et donc les trois grands, comme on les appelait, Staline, Churchill et Roosevelt, vont avoir comme ça une série de réunions pour essayer de trouver une issue à la guerre. Alors, juste une digression, on le voit avec ce qui se passe à l'est de la RDC, on ne négocie pas malgré la force militaire, très souvent, ou toujours, on finit par négocier les accords de paix, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour revenir dans un monde pacifique. Et donc, cette fois-ci, il y a la création d'une organisation qui va impliquer tout le monde. Les puissances européennes, l'Union soviétique, les États-Unis, mais aussi, pour une première fois, une puissance ni américaine ni européenne, la Chine. Donc, la Chine, et puis par la suite, l'Éthiopie. Et donc, pour une fois, on va avoir une organisation internationale qui va donc englober tout le monde. Et là, on est vraiment dans la construction de ce qu'on va appeler la communauté internationale. Donc, une fois que l'ONU va être créée à la conférence, je crois, de San Francisco, lorsque l'ONU est créée, le siège est à New York, ce qui va être primordial dans la création de l'ONU, c'est de garantir la paix et la sécurité internationale. C'est-à-dire, l'ONU va être, les Nations Unies vont être le lieu où les puissances viendront traiter les problèmes mondiaux, les problèmes globaux, par les moyens pacifiques. Et à ce moment-là, on va donc interdire le recours à la force comme manière de régler les conflits entre les États. Les États doivent se parler, les États doivent coopérer et peu importe les divergences, on ne peut pas se faire la guerre. Par exemple, entre le Japon et les États-Unis, ce qui va favoriser l'attaque de Pearl Harbor, le contentieux est surtout commercial. Donc, vous voyez bien qu'on part d'un contentieux commercial entre Japonais et Américains, le contrôle du commerce dans la zone Indo-Pacifique, ce qui va aboutir à des affrontements armés. Et donc, l'ONU va se doter des institutions spécialisées dans chaque domaine pour que, dans ces institutions-là, vous avez les représentants de tous les États indépendants qui veulent bien faire partie de ces institutions. Et au sein de ces institutions, on va traiter des problèmes de façon pacifique. Alors, il y a une chose qui est très importante à retenir, c'est que l'ONU ne se mêle pas des problèmes internes. Les relations entre les partis politiques ne relèvent pas de la Charte des Nations Unies. Les relations entre l'État et le marché sur le plan intérieur ne relèvent pas de la Charte des Nations Unies. L'ONU se résume dans la recherche de solutions pacifiques pour garantir la paix et la sécurité internationale. Et ça, c'est fondamental. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, au fil des années, il y a des glissements parce que les différents rapports des Nations Unies vont démontrer que, en réalité, lorsqu'on parle de la paix et de la sécurité internationale, il y a des comportements à l'intérieur des États qui peuvent être des véritables menaces à la paix et à la sécurité nationale, puis régionale, puis internationale. Et donc,
l'ONU a commencé à s'intéresser à certains sujets qui, de prime abord, ne concernaient pas la Charte des Nations Unies. Et parmi ces sujets, c'est la misère, c'est la pauvreté, ce sont les maladies, c'est la protection de l'environnement. Donc, voilà des sujets que l'ONU va prendre pour elle parce que le mauvais traitement de ces sujets-là dans certains pays peuvent être des menaces à la paix et à la stabilité, ce qui peut avoir des conséquences sur la sous-région ou la région. Je vous prends un exemple qui est d'actualité. Vous ne pourrez pas régler le problème entre la RDC et ses voisins, rwandais, burundais, ougandais, si on ne prend pas les choses dans leur globalité, c'est-à-dire tôt ou tard, et ça, les spécialistes vous le diront, tôt ou tard, il faut trouver une solution globale de sorte que les pays comme le Rwanda, Burundi, l'Ouganda, qui n'ont pas les richesses que la RDC a et qui convoitent ces richesses-là, il faut donc trouver des stratégies de négociation de sorte que tout le monde soit gagnant dans l'échange. Un exemple vite fait, ces richesses peuvent être exploitées et assurer, par exemple, de l'emploi pour une catégorie des Rwandais, Burundais ou Ougandais, mais ça reste principalement les richesses de la RDC. Et donc, dans la façon de traiter les sujets, l'ONU a vu ses missions un peu glisser parce que, évidemment, la structure d'économie politique dans un pays peut avoir des conséquences sur les populations. Ça peut entraîner des mouvements de population qui peuvent se déplacer, qui peuvent aller ailleurs, et donc, comme ça, déstabiliser toute une région et porter atteinte à la paix et à la sécurité régionale ou internationale. Et d'ailleurs, c'est pour cela que au début des années 2000, si je ne me trompe pas, l'ONU va initier un document qu'on va appeler les objectifs du millénaire. C'est-à-dire que c'est déjà Kofi Annan, dans certains de ses rapports, quand il est secrétaire général des Nations Unies, utilise une phrase qui m'est restée. Mais vraiment, à l'époque, nous sommes sur la deuxième moitié des années 1990. Je suis étudiant donc au département de politique internationale et je tombe sur le rapport de Kofi Annan qui disait que l'Afrique noire reste non seulement la partie du monde la plus pauvre, mais la seule à s'appauvrir. Et Kofi Annan, déjà, dans les années 1990, tirait la sonnette d'alarme sur la pauvreté de l'Afrique comme une menace à la stabilité des États africains et une menace à la paix et à la sécurité régionale en Afrique. Et quand on voit les conséquences des Africains qui meurent dans la Méditerranée, des Africains notamment subsahariens qui sont esclaves en Libye, mais je vous renvoie au rapport qu'écrivait déjà Kofi Annan à l'époque pour alerter sur les conséquences de cette misère-là. Ce qui fait que en 2000, on va signer, en tout cas, l'ONU va produire un document qu'on va appeler les objectifs du millénaire pour le développement. Et ces objectifs vont initier 8 points. Alors, je ne vais pas vous citer tous les 8 points, mais il va pointer 8 points comme étant des menaces à la paix et à la sécurité internationale, mais pour tous les pays du monde. Le premier point, l'ONU va demander une réduction de l'extrême pauvreté et de la faim. Et suivez-moi bien, vous pouvez retrouver le document sur Internet. Donc, premier objectif du millénaire, c'était 2015. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive en 2015, aujourd'hui nous sommes en 2025, soit 10 ans après. Lorsqu'on arrive en 2015, la plupart des pays du monde ont réduit de façon drastique l'extrême pauvreté et la faim. Avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Les institutions internationales sont en train de tirer la sonnette d'alarme puisque la famine dans le monde est à un niveau de plus en plus élevé. Oui,
l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a lancé hier un appel pour une aide en faveur de la Corne de l'Afrique. Rien que dans cette région du monde où la population vit surtout d'élevage et d'agriculture, plus de 18 millions de personnes subissent une sécheresse qui n'en finit pas. Selon le Réseau mondial contre les crises alimentaires, réseau dont fait partie l'ONU, l'insécurité alimentaire aiguë, comme disent les instances internationales, atteint de nouveaux records. Les chiffres sont affolants, ils ont doublé, vous allez le voir, en seulement 2 ans, passant de 135 millions de personnes victimes d'insécurité alimentaire grave avant la pandémie à 276 millions aujourd'hui. Et la guerre en Ukraine accroît encore les difficultés d'approvisionnement. Le chef de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, appelle à un soutien prononcé en faveur de l'agriculture. Selon les Nations Unies... On va l'écouter. Dans le monde entier, la prospérité est en train de s'inverser. Il y a moins de sécurité alimentaire, moins de sécurité sanitaire, moins de revenus et plus d'inégalités. Mon message aujourd'hui est plus pertinent qu'avant. L'agriculture est l'une des clés d'une paix et d'une sécurité durable. Alors, je vais demander à M. Abdou Abari, qui est à Brazzaville, en tant que représentant des Nations Unies, de nous dire quelle est la situation de l'extrême pauvreté au Congo et de la famine au Congo. Combien de Congolais ont à manger tous les jours? La rentrée scolaire 2024-2025 annonce déjà ses couleurs dans les différents marchés et coins de la capitale par la présence des articles scolaires. Pendant ce temps, les vendeurs se plaignent de l'absence des acheteurs malgré le fait que les prix des fournitures scolaires soient de bon marché. On voit pas même le parent qui vient acheter les tenues, même le sac, ça marche même pas. Ça marche pas vraiment, ça marche pas. Pour le moment, le marché n'est pas trop stable. La majorité des clients sont tous ceux du programme français, car leur rentrée scolaire est prévue pour septembre. Ceux du programme congolais ne viennent pas trop acheter. Les prix sont abordables. Par exemple, cette boîte coûte 500 francs. Ce paquet que vous voyez là, ça coûte 2500. Et ça là, 288 pages cartonnées, c'est à 5500. Pour de nombreux Brazzavillois, ce constat cadre avec la situation socio-économique du pays qui impacte négativement plusieurs secteurs. Je n'ai pas encore fait la rentrée de mon petit. Non, mais il n'y a pas l'argent. Ce que vous devez comprendre, c'est que d'abord, la conjoncture actuelle économique du pays ne permet pas à plusieurs de ne pas avoir ce genre de fixation. Le deuxième objectif du millénaire, c'était assurer l'éducation primaire pour tous les enfants. L'éducation primaire pour tous les enfants. Je rappelle à M. Abdou Abari que le 1er octobre 2024, 8% seulement d'enfants congolais, moins de 10% d'enfants congolais sont allés à l'école, inscrits à l'école primaire, parce que les parents n'ont pas eu les moyens d'envoyer les enfants à l'école. Mais pourquoi ils n'ont pas eu les moyens? Parce que le PCT et Denis Sassou Nguesso, que lui vient féliciter au nom des Nations Unies, a volé 14 000 milliards de générations futures. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, le parent, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voulez que ce soit un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Au niveau à dilapider l'économie congolaise en vendant de façon frauduleuse les entreprises aux étrangers, en créant de façon consciente la misère et la pauvreté au Congo, pour que les Congolais ne puissent pas avoir les moyens de résister face à cette paix imposée, ce dictat que ça leur impose. Et parmi encore les objectifs, je disais que je ne vais pas tout citer, je peux vous citer le 4e, réduire la mortalité infantile.
réduire la mortalité infantile. Or, je peux vous raconter une anecdote d'une personne que je connais très bien. La femme est à terme, elle doit de Patra, un hôpital que Denis Sassou Nguesso a inauguré il n'y a même pas 2 ans avec FAST, avec beaucoup de publicité. Koriné Makosso, Premier ministre, a dit aux Congolais qu'on vous a construit des hôpitaux de renommée internationale, sauf que cette dame, à terme, arrive à l'hôpital de Patra, qui dit ne pas avoir le matériel nécessaire pour la faire accoucher et demande à la famille de trouver un autre hôpital. La famille se rend donc à Adolphe Cissé. Eh bien, Adolphe Cissé est en grève et ne reçoit plus les personnes venant de l'extérieur. Donc, toute personne venant de l'extérieur, on ne peut pas l'accueillir. On demande à cette dame de trouver un autre hôpital. Et donc, cette fois-ci, alors qu'elle est déjà à terme, elle est sur le point d'accoucher, donc 2e hôpital qui la refuse, à Pointe-Noire. Le temps donc de chercher soit Louandjili, soit un autre hôpital, cette femme décède avec son bébé dans le ventre. Nous avons un objectif du millénaire porté par les Nations Unies sur réduire la mortalité infantile. Alors, M. Abdou Abari, comment pouvez-vous discuter de ce sujet avec les responsables du PCT et les responsables de l'État et même les responsables, soi-disant, de l'opposition que vous dites que vous allez rencontrer? Donc, quand vous voyez ce qui se passe dans notre pays en lien avec le comportement des Nations Unies, on doit se poser la question, mais en quoi nous, les Congolais de Brazzaville, ou même les populations de l'Afrique centrale, pouvons-nous encore avoir confiance à des institutions internationales qui jouent le jeu des dictateurs? Ça, c'est inacceptable. Je vous laisse suivre l'intervention de M. Abdou Abari et nous poursuivons notre chronique. L'Organisation des Nations Unies appelle les formations politiques congolaises à être de véritables instruments de maintien de paix et de stabilité. C'est en substance le message porté par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale lors de sa séance de travail avec l'équipe dirigeante du Parti congolais du travail, conduite par le secrétaire permanent aux affaires électorales ce 20 février à Brazzaville. Je suis là depuis hier dans le cadre d'une mission d'information de prise de contact avec les autorités congolaises et j'ai estimé que en ce moment où nous nous acheminons vers 2026, une année électorale pour le pays, il était de bon ton de venir rencontrer l'équipe dirigeante du Parti congolais du travail. J'aurai l'opportunité de rencontrer les autres formations politiques également pour passer un message qui est cher aux Nations Unies. Le message, c'est un message de continuité du maintien de la paix, de la stabilité et de la quiétude sociale ici en République du Congo, dans un environnement régional des plus complexes. Abdou Abari préconise surtout la représentation des jeunes et des femmes dans les instances de gouvernance pour plus d'équilibre dans la gestion de la chose publique. L'Afrique centrale fait face à beaucoup de défis. L'un des défis les plus préoccupants de ces derniers jours, de ces dernières semaines, est bien évidemment la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous souhaitons que ce havre de paix qu'est le Congo puisse, à l'occasion de ces élections, renforcer son bien-vivre ensemble, renforcer sa cohésion sociale, renforcer sa paix et sa stabilité dans un environnement qui en a grandement besoin. Voilà en gros le cœur de nos discussions et les messages que j'ai passés à la classe, à la direction du PCT, en n'ayant pas manqué, bien évidemment, de leur demander de continuer dans la dynamique de la représentation des jeunes, la représentation des femmes au niveau des structures de gouvernance ici en République du Congo. Vous venez d'entendre M. Abdou Abari. Si je dois résumer ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de l'ONU qui encourage le PCT. Alors, l'ONU encourage le PCT à demeurer un instrument de la paix. Alors, dans ce cas,
je demande à M. Abdou Abari et à M. Antonio Guterres d'utiliser les méthodes de travail du PCT et du pouvoir pour ramener la paix en RDC, pour ramener la paix au Mozambique, pour ramener la paix en Libye, pour ramener la paix en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Et pourquoi pas ramener la paix entre Israéliens et Palestiniens. Je vais vous dire une chose. Nous avons tous étudié cette science qu'on appelle politique internationale. Donc, M. Abdou Abari, s'il est diplomate de formation, il ne citera pas des livres que nous aussi nous n'avons pas lus. Moi, j'ai une bibliothèque de relations internationales et diplomatie chez moi. J'ai une bibliothèque. À un moment donné, il faut que nous, les Congolais de Brazzaville, que nous puissions avoir un langage, un discours de vérité vis-à-vis de ces gens qui viennent chercher l'argent auprès de Denis Sassou Nguesso et qui narguent les Congolais en leur manquant du respect. Sachez-le, dans tous les bouquins de politique internationale, de relations internationales, de diplomatie ou de peacekeeping, on va chercher des exemples là où ça a marché. Que M. Abdou Abari me cite un seul bouquin que l'ONU utilise dans la résolution des conflits dans le monde, où on cite le PCT comme modèle de paix dans son pays. Dans quelle université M. Abdou Abari pourra faire une intervention en tant que diplomate onusien et il prendra comme exemple le modèle PCT et le modèle Sassou. S'il ne peut pas prendre ce modèle-là, ça suppose qu'il dit des mensonges. Et aujourd'hui, il faut que ça cesse. On ne peut pas accepter que des pseudo-diplomates qui viennent au nom des Nations Unies, qui savent que Sassou viole les constitutions, Sassou ne respecte pas les constitutions, même quand vous lisez les rapports de l'ONU sur le Congo, et que l'ONU vante les différents dialogues. Mais l'ONU oublie de noter dans ses rapports que les conclusions de ces dialogues-là, Sassou ne les respecte pas. Combien de fois on a parlé de la carte d'électeur biométrique? Ça n'a jamais été mis en place. Denis Sassou Nguesso a été capable de faire un recensement général de la population et de l'habitat, mettant les villages au nord du Congo, partie septentrionale, habités sur 15% de la population, avec le même nombre d'habitants que beaucoup de villes du sud qui sont des plaines et des savanes, violant toute l'intelligence sociologique, anthropologique, démographique et j'en passe. Voilà le commentaire que je tenais à faire sur le deuxième point. Maintenant, le point principal de notre émission, c'est le recensement. La ministre du Plan chargée de la statistique a donné les résultats du cinquième recensement de la population et de l'habitat. J'ai suivi des commentaires, mais il faut rassurer les Congolais, parce qu'il y en a certains qui ont dit, pour qu'on parle du cinquième recensement, oui, il s'agit bien du cinquième. Et moi, j'en parle non pas en tant qu'homme politique, je voudrais en parler en tant que statisticien, parce que j'ai été dans les années 74-76, j'ai été directeur général du Centre national de la statistique et des études économiques. Et à cet effet, j'ai été l'un des responsables ayant contribué à la publication des résultats du recensement de 1974. J'ai été à la préparation du recensement de 1984, parce que c'est pratiquement au moment où la préparation démarrait que j'ai quitté cette structure. Mais j'ai eu à suivre un certain nombre de choses. Donc, j'ai comme une responsabilité morale. Et au moment où on parle du recensement, le cinquième, j'interpelle les démographes pour que nous tous nous accordons une attention toute particulière à cela. La ministre a donné des chiffres, mais les chiffres sont des monstres froids. Elle a pensé que ces chiffres devraient être mis à la disposition de tout le monde, les experts internationaux, les nationaux, etc. Mais il est bon, puisqu'elle a bien dit que l'un des objectifs, c'est qu'on ait les effectifs globaux, pas circonscription administrative. Et j'indique, parce que assez souvent, la circonscription administrative, au niveau de la publication, a été oubliée. Mais il faut qu'on sache que la plus petite unité dans les districts,
c'est le village en termes de circonscription administrative. Et au niveau des villes, des communes, on peut généralement penser à l'arrondissement. Et je crois que c'est une bonne chose. Donc déjà, ce problème qui pose souvent beaucoup de préoccupations au niveau du corps électoral, tout ça, peut être résolu, peut être abordé au moment où on parle des résultats de ce recensement. Et je rappelle un certain nombre d'indications que la ministre a données. La population, semble-t-il, au 17 mai 2023 a été estimée et évaluée à 6 142 100, je ne dirais pas 140, mais 180, parce qu'en tant que statisticien, j'ai refait un peu le calcul, ce qui enlève l'ambiguïté, parce que lorsqu'on dit 140, en prenant la répartition femmes et hommes, on sent qu'il y a un déficit de 40. Mais je crois que le chiffre exact, c'est bien 6 142 180 habitants. Mais cela nous pose des problèmes. J'ai à cet effet fait un tableau. Le tableau permet aux Congolais d'avoir tous les éléments de l'analyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce tableau, nous avons fait figurer par département, je dis bien par département, les résultats du recensement général de la population de 1974, de 1984, de 1996, de 2007 et de 2023. Donc, vous avez toute la série. Et en statistique, dès qu'on commence à voir des séries, l'analyse commence à être intéressante, elle commence à être pertinente. Ça permet d'apprécier un certain nombre d'éléments et il faut avancer. Mais je dois dire qu'il y a un certain nombre de choses qui nous préoccupent, qu'on doit regarder de près. Mais ça, c'est l'analyse des chiffres, l'analyse des données. Et on a besoin des explications pour comprendre un certain nombre de choses. Lorsque je prends les données de 2023, qu'est-ce que je constate? Le département le plus peuplé du Congo, c'est le département du Poul, avec 394 532 habitants. Évidemment, c'est très intéressant avec les événements qu'on a connus dans le Poul, etc. Il est très intéressant de comprendre, en dépit de tout ce qui s'est passé, comment le Poul arrive en 2023 à être le département le plus peuplé. Le Poul est suivi en cela par la Bwenza, qui a pratiquement 363 850 habitants. Et après la Bwenza, et ça, c'est une préoccupation qui est apparue assez régulièrement de tout temps, la Likwala, et je vais y revenir tout à l'heure, la Likwala arrive en troisième position avec 355 570 habitants. Après, c'est le Niari qui a 334 803 habitants, mais on peut défiler et suivre un certain nombre de choses. Alors, j'ai voulu, dans le tableau que vous avez devant vous, après avoir fait la remarque qu'évidemment, les deux principales villes, Brazzaville et Pointe-Noire, ont plus de 50% de notre population. Ça pose le problème de l'occupation de l'espace spatial et de l'espace. Et ensuite, ça pose le problème de l'exode rural. Et il faudrait certainement qu'on soit préoccupé pour voir comment fixer les populations dans les départements pour que tout le monde ne vide pas pour venir grossir les grandes villes. Et puis, on va avancer. Donc, voilà d'entrée de jeu les tableaux tels qu'il est présenté. Maintenant, en ce qui concerne les autres aspects, nous voulons toujours, en ne parlant que du recensement de 2023, nous voulons avoir un regard sur ce qui s'est passé en 2007. En fait, en 2007, le département le plus peuplé, c'était celui de la Bwenza, avec 309 773 habitants. Le département de la Likwala avait 154 115 habitants. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une croissance très forte au niveau de la Likwala, et elle aura été beaucoup moins forte dans la Bwenza, mais ça mérite des explications, parce que la Bwenza, qui avait la moitié de la population du Niari en 2007, se retrouve maintenant pratiquement à égalité avec la Bwenza. Et ça, c'est un objet de préoccupation. Mais nous avons essayé, et vous regardez le tableau, nous avons essayé de faire un certain nombre de calculs, de vous les présenter. C'est ainsi que lorsque vous prenez le Kwilu,
sur la période 2007-2023, la population n'aura augmenté que de 5 407 personnes, c'est-à-dire de 5,9%. Je crois que c'est vraiment le département où il y a eu la croissance la plus faible. Ensuite, nous avons le Niari. Sa population en cette période aura augmenté de 103 592. Ça fait une croissance de 44,8. Ensuite, nous avons la Lekumu. C'est plutôt là où c'est plus faible. Ça a augmenté de 4 226, c'est-à-dire de 4,4%. La Bwenza a augmenté de 54 477, c'est-à-dire de 17,6%. Le Poul, lui, aura eu une croissance forte en termes de nombre d'habitants par rapport à 2007, de 157 937, soit une augmentation de 66,8%. Les plateaux auraient connu une augmentation de 108 830 habitants, c'est-à-dire une augmentation de 62,3%. La cuvette aura connu une augmentation de 160 555, une augmentation, elle a pratiquement doublé, c'est une augmentation de 102,9%. La population dans la cuvette aura pratiquement doublé par rapport à ce qu'elle était en 2007. La cuvette ouest, 46 000, elle a augmenté de 46 399 habitants, une augmentation, un taux de croissance de 63,6%. La Sanga a augmenté de 123 963 habitants, 123 963 habitants, c'est-à-dire qu'elle a augmenté de 144,6%. Elle a plus que doublé la population. La population de la Sanga a plus que doublé. La Likwala, elle, a augmenté sa population, a vu sa population augmenter de 101 455 habitants, c'est-à-dire qu'elle a augmenté de 130,7%. Pointe-Noire a vu sa population augmenter de 705 058 habitants, c'est-à-dire 98,5%. Brazzaville a vu sa population augmenter de 772 401, c'est-à-dire que la population a augmenté de 56,2%. Et au plan général, entre 2007 et 2023, la population aura augmenté de façon globale de 2 444 650, c'est-à-dire de 61,1%. Et c'est là qu'on a besoin d'une analyse fine, d'une analyse profonde. Vous regardez que lorsque vous prenez les départements de la partie sud du pays, vous avez vu les taux de croissance le plus élevé. Le taux de croissance le plus élevé, c'est le Poul, avec 66,8%. Et le plus bas, c'est la Lekumu, avec 4,4%. Par contre, quand vous prenez la partie septentrionale du pays, à partir des plateaux, vous avez des taux qui dépassent les 60%. Et ça, en termes d'analyse, en termes de compréhension, il faut bien que les démographes et les statisticiens se préparent à nous donner les éléments d'explication, parce que sinon, il y a des choses qu'il faut essayer de regarder de près. Et ça, M. Abdou Abari ne trouve rien à redire, mais il vient féliciter. Voilà les Nations Unies qui prennent les Congolais pour des idiots et qu'on nous envoie des diplomates, semble-t-il, pour venir féliciter le PCD à demeurer un instrument de la paix. Et bon, comme je l'ai dit, il faut donc que la méthode PCD devienne un modèle de travail pour les Nations Unies à travers le monde pour ramener la paix et la sécurité. Il dit encore, M. Abdou Abari, vous l'avez écouté, en ce moment où nous allons vers 2026 avec une année électorale. Mais depuis quand, dans la charte des Nations Unies, l'ONU s'occupe des élections dans un pays? Il est où son problème? Voilà comment on nous amène de la diplomatie anesthésie. Moi, j'appelle ça de la diplomatie anesthésie. Je ne sais pas à hauteur de combien ça sous-courant ces fonctionnaires internationaux, parce qu'on peut faire l'hypothèse.
C'est de la diplomatie anesthésie ou encore de la diplomatie, comment je pourrais qualifier ça? La diplomatie sous morphine. Parce que la morphine, ça vous calme la douleur, mais ça ne vous soigne pas. Ça ne soigne pas votre maladie. L'anesthésie, ça vous endort ou tout simplement, ça calme la douleur, faire son job, de faire une opération, au dentiste de vous soigner la dent sans avoir de la douleur. Mais l'anesthésie en soi, ça ne vous soigne pas. Ça ne soigne pas votre maladie. Donc, lorsque ce monsieur vient, il est en train de mettre un pansement, une anesthésie, de la morphine pour endormir les Congolais et que Sassou continue à voler l'argent. La lutte contre la pauvreté. Monsieur Abari, il a visité Pointe-Noire, Brazzaville, n'en parlons plus. Il est allé à Mosaka. Il est allé le long de Lubangui. La plupart de nos villages et de nos villes le long de Lubangui sont inondés. Il est allé voir Bétou. Ou bien qu'il s'arrête dans les beaux palais de Brazzaville et il vient nous fournir un verbiage utile, mais vraiment inutile au regard de la misère des populations. Si nous sommes en paix, mais dans ce cas, cette paix, c'est une paix qui est imposée par Sassou. C'est une paix qui dit aux Congolais, taisez-vous. On nous vend la paix comme quelque chose en disant, taisez-vous, soyez contents maintenant que vous êtes... Mais est-ce qu'on mange la paix? Et de toute façon, lorsque je vous regardez les objectifs du millénaire, vous verrez que le Congo, Brazzaville, est plus une poudrière qu'un pays en paix. On le sait tous. Regardez le déballage autour de la façon dont on est en train de vendre nos entreprises. Et vous pensez que les Congolais sont contents? Ils ne sont pas contents. Donc, comment tout ça va se finir, monsieur Abari? Vous ne le savez pas. Il parle qu'il vient au nom d'Antonio Guterres apporter aux Congolais un message de continuité de la paix et de quiétude sociale. Monsieur Abari, comment définissez-vous la quiétude sociale? C'est quoi la quiétude sociale? Vous dites que vous êtes là et vous encouragez le PCT à avoir plus de jeunes et de femmes dans la gestion des affaires publiques. Mais vous êtes Premier ministre, vous êtes président du Congo, vous êtes un parti politique, l'ONU devient un parti politique congolais, je ne comprends plus. Que vous encouragez le bien vivre ensemble et la cohésion sociale. Alors, monsieur Abari, je ne sais pas qui vous avez lu en tant que sociologue spécialiste de cohésion sociale. Moi, j'en ai lu. J'ai lu Robert Castel, j'ai lu Serge Pogam, j'ai lu Alain Touraine. Je ne peux citer que ceux-là, je peux vous en citer encore plus, qui ont beaucoup travaillé dans ce qu'on appelle la cohésion sociale, le vivre ensemble. Et qui ont travaillé sur ce qu'on appelle en sociologie les processus d'intégration ou encore de disqualification. Dans la cohésion sociale, nous avons ce qu'on appelle l'intégration sociale. Mais lorsqu'un peuple n'est pas éduqué, un peuple n'a pas d'emploi et que le pouvoir dilapide tout l'argent du Congo, dites-moi par quel mécanisme sociologique vous construisez votre théorie de cohésion sociale, ou bien que c'est des mots en l'air que vous prononcez. Donc, voilà la situation de notre pays. Mais je veux vous dire, chers compatriotes, au RC, quand je vous dis que nous menons un travail énorme, croyez-moi, nous savons que de nombreux diplomates onusiens qui viennent au Congo, qui sont des représentants des envoyés spéciaux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils viennent faire, et des fois, nous avons des documents fournis par la presse internationale qui pointent certains qui seraient propriétaires de puits de pétrole ou d'entreprises. Pendant que les Congolais meurent de faim, vous avez des pseudo-diplomates onusiens qui viennent se balader à Brazzaville et ils sont accrochés. Pourquoi ils sont accrochés à ce poste d'envoyé spécial en Afrique centrale? Et qu'ils me disent, et je pose la question à Antonio Guterres, vos envoyés spéciaux en Afrique centrale ont déjà résolu quoi comme problème? Soyons méthodiques, soyons scientifiques. Au CRC, nous sommes scientifiques. Donnez-moi un exemple du sujet qu'ils ont traité. L'éducation, la santé, l'emploi, le chômage, l'insalubrité, la protection de l'environnement. La protection de l'environnement fait partie des objectifs du millénaire. Regardez comment ils vendent le bois au Congo, même les essences protégées. Et ces gens viennent
Et donc, pour nous, ils viennent pour de l'argent. Comme Sassou, c'est le spécialiste, appelle ça Talaté. Donc, les gens viennent pour se remplir les poches et se moquer de Congolais. Le Congo, dont il parle, les gens du PCT qu'il vient féliciter. Mais le Congo est classé parmi les 10 pays les plus corrompus du monde, d'Afrique. Top 20 des pays les plus corrompus d'Afrique en 2022. La corruption érode la confiance, affaiblit la démocratie dans les pays d'Europe, d'Amérique et les pays les plus corrompus d'Afrique. Ceci entrave le développement économique et intensifie davantage les inégalités, la pauvreté, la division sociale et la crise environnementale. Sur tout le continent africain, la corruption est alimentée par un certain nombre de facteurs tels que l'instabilité politique institutionnelle et diverses formes de défis sécuritaires causés par les conflits violents. Transparency International utilise l'indice de perception de la corruption pour classer les pays du monde entier sur une échelle de 0 à 100, 0 étant le plus corrompu et 100 le moins corrompu. L'indice suit la corruption du secteur public dans le monde depuis 1995. Le dernier rapport de l'IPC a montré que le score moyen de l'indice en Afrique est de 33, soit le plus bas du monde. 1. Le Sud-Soudan. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 11, le plus bas du monde. 2. La Somalie. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 13. 3. La Libye a un score d'indice de perception de la corruption de 17. 4. Le score d'indice de la perception de la corruption est de 17 en Guinée équatoriale. 5. La République démocratique du Congo. La RDC a un score d'indice de perception de la corruption de 19. 6. Le Burundi, ce pays d'Afrique de l'Est a également un score d'indice de perception de la corruption de 19. 7. Le Tchad a un indice de perception de la corruption de 20. 8. Le Soudan a un score d'indice de perception de la corruption de 20. 9. Les Comores. Le score de l'indice de perception de la corruption de cette nation insulaire est également de 20. 10. La Guinée-Bissau a un score d'indice de perception de la corruption de 21. 11. Le Congo. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 21. 12. L'Érythrée a un score d'indice de perception de la corruption de 22. 13. Le Zimbabwe. L'indice de perception de la corruption est de 23. 14. Le Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique a un indice de perception de la corruption de 24. 15. La République centrafricaine a un score d'indice de perception de la corruption de 24. 16. Pour la Guinée, l'indice de perception de la corruption est de 25. 17. Le Mozambique. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 26. 18. Le Madagascar. L'indice de perception de la corruption est de 26. 19. L'Ouganda. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 27. 20. Le Cameroun. L'indice de perception de la corruption est de 27. Le Congo est parmi les pays les plus corrompus. Alors, qu'est-ce que la corruption politique? Je ne vais pas ici vous donner 36 000 exemples. Je vais vous donner un exemple très simple. Écoutez Koliné Makosso parler. Écoutez Koliné Makosso parler. Koliné Makosso lui-même vous dit que nous sommes un pays corrompu. En quoi faisant? Mais déjà, le fait que Koliné Makosso signe la cession d'une partie des actifs de la société d'électricité à une filiale, semble-t-il, de Sénélec, et que la réaction depuis le Sénégal dit que Sénélec n'a pas de filiale à l'étranger. Il n'y a aucune filiale de Sénélec à l'étranger. Ça se fait de façon opaque. Personne n'a vu les documents signés. On apprend ça par les médias. Koliné Makosso signe un document, on nous dit 10 ans, mais au final, le directeur général Adunganda nous dit c'est 2 ans. Vous voyez, et ça, c'est déjà le signe que les choses se font sous corruption. Mais je vous laisse écouter Koliné Makosso. Personne ne sait que la centrale des Géno, c'est à des Turcs qu'on avait donné. J'ai entendu parler de la Zélégaf. Je ne sais pas si c'est dans ces conditions que nous irons. Mais ce qui comptait pour nous, c'est de conduire le processus jusqu'à ce stade. Si le peuple dit non, on prendra date. Il n'y a aucun problème. Mais nous pensons que, soyez rassurés, vénérables sénateurs, nous poursuivons les discussions. Nous continuons à discuter avec les partenaires. On va discuter, les syndicalistes viendront certainement vous voir, ils viendront voir le gouvernement, on leur expliquera
les garanties sont faites, les conditions sont réunies pour que le Congo et les travailleurs congolais, ni les consommateurs congolais ne soient pas lésés. Un tarif social. Vous venez d'entendre le Premier ministre Colline Makosso, il est au Sénat, il apprend que il y a une société qui a été cédée aux Turcs, mais personne ne sait. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui qui le dit. Mais vous l'avez entendu. Il dit, mais personne ne sait. Mais la société a été cédée aux Turcs. Mais vous imaginez? Donc, c'est de la corruption. Parce que dans un système qui n'est pas corrompu, les choses sont clairement définies. Chacun joue sa partition et tout le monde est clair par rapport à ce qui est en train de se passer. Or, nous sommes encore dans un cas où le Premier ministre à l'Assemblée dit aux sénateurs que vous n'êtes pas informés, mais la société a été cédée à des étrangers. Et M. Abdou Abari vient féliciter ces gens-là au nom d'Antonio Guterres. Je regardais le rapport de l'ONU sur le Congo, parce que l'ONU, chaque année, publie un rapport sur l'indice du développement humain. Je allais regarder ce rapport sur Internet. Je suis tombé donc sur le rapport 2021-2022, donc c'est tout à fait récent, sur l'indice du développement humain au Congo. Lorsqu'on prend les inégalités entre les Congolais, c'est-à-dire ceux qui ont plus d'argent et ceux qui n'ont pas d'argent, le Congo obtient une note de 0,430. Et si on prend les inégalités de genre, le Congo obtient une note de 0,571, ce qui fait du Congo le 147e pays le plus médiocre sur 191 pays. Le rapport se trouve sur Internet. Vous pouvez le taper l'ONU sur l'indice de développement humain au Congo-Brazzaville. Et vous verrez. Et d'ailleurs, on peut aussi vous rediriger vers le site des Nations Unies que je consulte de temps en temps. Vous pouvez aller voir. Donc, M. Abdou Abari, lorsque vous prenez ces chiffres que votre propre institution produit, vous voyez bien que vous ne pouvez pas féliciter le gouvernement congolais. Féliciter le gouvernement congolais, c'est faire insulte aux Congolais. Aller féliciter le PCT et ses pratiques, c'est insulter les Congolais. Il faut que vous ayez un langage de vérité et de franchise en tant que fonctionnaire international. N'attendez pas que Sassou quitte le pouvoir pour finalement courir toutes les chaînes de télévision comme on le voit avec ceux qui ont aidé Sassou à revenir au pouvoir en 97, ceux qui ont travaillé avec lui, qui ont bouffé son argent et maintenant qui ne sont plus en bonne relation, ils courent les télévisions africaines et françaises pour critiquer Sassou. Non, c'est maintenant qu'il faut dire la vérité aux Congolais. Et la vérité, nous la connaissons. Nous sommes aussi bien formés que ceux qui travaillent à l'ONU. Quand on vous dit un dentiste, c'est un dentiste. Un chef d'état-major, c'est un chef d'état-major. La différence entre les fonctionnaires de l'ONU et nous, les Congolais de Brazzaville, ce n'est pas une différence de nature. Si c'était une différence de nature, on allait dire que notre nature nous empêche de comprendre ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Et donc, on laisse faire les autres. Mais c'est une différence de degré. Degré dans le sens où nous ne sommes pas aux affaires. On serait aux affaires. Le CRC arrive aux affaires. Nous ferons 1000 fois mieux que ce que fait Denis Sassou Nguesso parce que nous sommes des sachants. Sans orgueil, on le déclare, nous sommes des sachants. Je viens de vous démontrer que vous venez de commettre là une faute grave. De telles prises de parole, nous demandons à Antonio Guterres et à tout son service que ça cesse. Ne prenez pas les Congolais pour des idiots. Le Congo n'est pas un terrain de chasse pour tous les étrangers. On est en train de tout vendre aux étrangers et c'est ce pouvoir-là que l'ONU est en train de féliciter. Demain, n'importe quel Congolais arrive au pouvoir. Il mène un combat nationaliste de récupérer toutes ces choses-là. Vous allez dire quoi? Qu'il a tort? Vous êtes en difficulté, l'ONU est en difficulté en RDC. Or, Denis Sassou Nguesso a des accords militaires avec le Rwanda. Comment l'ONU, dans ses rapports, peut condamner le Rwanda en tant qu'agresseur, soutien du M23, et ne condamne pas Denis Sassou Nguesso, qui est co-belligérant, qui a aussi les accords d'assistance et de défense mutuelle avec le Rwanda, et qu'au Congo, Sassou est en train déjà de donner des terres juste en face de la RDC. Ce comportement, M. Abari, vous le voyez ou pas? Il est co-belligérant ou pas, Sassou, dans le conflit avec le Rwanda? Et d'ailleurs, quand il est interrogé par la presse française, il botte en touche. Il parle d'une sagesse africaine qui n'existe pas.
On entend souvent les gens dire, oui, mais vous savez la sagesse africaine. C'est quoi la sagesse africaine? La sagesse de l'Afrique du Nord, ce n'est pas la sagesse de l'Afrique subsaharienne. Et même en Afrique subsaharienne, la sagesse sénégalaise, nigérienne, ce n'est pas la sagesse congolaise, gabonaise. Donc, nous vous demandons, si vous voulez que les Congolais et les Africains continuent à avoir une bonne image des organisations internationales gouvernementales, si vous voulez que nous, Congolais, Africains, nous ayons toujours une bonne image de ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire les États, les ONG gouvernementales ou non gouvernementales et les multinationales, les entreprises, tous les acteurs du système international, il faut qu'on se respecte et qu'on se dise la vérité et que là où on a fauté, il faut dire, monsieur, là, vous avez fauté, ce n'est pas acceptable. Si ce diplomate a vraiment des solutions de paix, comme je l'ai dit tantôt, mais c'est important qu'il le propose au général Tiani. Le Niger est en pleine recherche de voies pour régler son conflit avec le Nigeria d'un côté, le Bénin de l'autre. Le Burkina est en train de chercher des mécanismes pour arriver à la paix. La Guinée, pareil. Il y a plus de problèmes à régler au Niger, d'où M. Abari est originaire, qu'au Congo-Brazzaville. Nous savons ce qu'il y a à faire, c'est la révolution du fleuve. Nous savons que par les élections, le dictateur ne partira pas. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que Denis Sassou Nguesso fraude les élections. Juste à côté de vous, à New York, vous avez le FMI et la Banque mondiale. Vos collègues, n'est-ce pas qu'ils ont pointé Denis Sassou Nguesso pour avoir maquillé les chiffres de la dette chinoise? Et vous l'encouragez. Donc vous, à l'ONU, vous encouragez des fraudeurs, des menteurs, des voleurs. Ça, ce sont là les valeurs des Nations Unies. Il est très important que les Nations Unies se recadrent et renvoient à l'Afrique l'image d'une organisation internationale sérieuse. Et d'ailleurs, quand vous avez en face des présidents comme Donald Trump, eh bien, vous n'avez plus de crédit. Vous n'avez plus aucun crédit. Aujourd'hui, toutes les organisations internationales, l'ONU, comme l'Union européenne et l'Union africaine, sont en pleine crise existentielle parce que les populations se demandent à quoi servent ces organisations internationales qui agissent dans nos vies alors qu'ils n'ont pas reçu nos mandats. C'est un vrai sujet en relations internationales aujourd'hui. Et si ces organisations internationales veulent que les populations continuent à leur accorder le moindre crédit, eh bien, il faut que les responsables à la tête de ces organisations fassent très attention. S'il faut condamner un pouvoir corrompu, il faut le condamner. S'il faut recadrer un pouvoir corrompu, il faut le faire. Mais ne venez pas féliciter un pouvoir corrompu, un pouvoir qui martyrise sa population, un pouvoir qui fait semblant de parler de la paix alors même qu'on voit qu'en interne, il y a des vraies menaces à la paix. Et en ce moment-là, faire croire aux Congolais qu'ils vivent bien. Non, les Congolais vivent dans la misère, si vous ne le savez pas. Donc voilà, chers téléspectateurs de R7, ce que je comptais vous présenter comme chronique par rapport aux propos scandaleux, aux propos désobligeants de M. Abdou Abari de passage à Brazzaville, qui vient comme une fleur féliciter le PCT. Et d'ailleurs, en tant que responsable onusien, il prend la parole. Derrière lui, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit que le drapeau du PCT, on ne voit même pas le drapeau de l'ONU. Et qu'est-ce que nous dit que c'est un responsable onusien? Vous voyez? Donc, même le fait de parler et derrière lui, on voit l'emblème du PCT, ça suppose que l'ONU se soumet à la volonté du PCT au Congo. Et ce qui est grave, si réellement l'ONU est une organisation internationale qui est là pour défendre la paix et la sécurité internationale, alors même que Sassou est une vraie menace, déjà pour le Congo, mais aussi pour la sous-région, avec des accords toujours secrets qu'il signe avec les Rwandais, avec je ne sais pas qui d'autre. Donc j'espère que vous allez apprécier cette chronique, que vous allez être nombreux à liker, à commenter, de sorte que nous puissions faire évoluer le débat sur notre pays, mais aussi sur l'Afrique. N'oubliez pas, le CRC, à travers ma voix, vous assure, travailler sans relâchement, travailler tous les jours pour rechercher des solutions d'après Sassou, c'est-à-dire l'après Sassou, comment faire pour que les populations
vivent bien dans notre pays et qu'ils puissent avoir un environnement viable de vie. Et ça passera certainement, on en est convaincu, par la révolution du fleuve à laquelle nous appelons les populations. Parce que là, vous voyez bien que même certaines organisations internationales sont contre le peuple congolais. Parce que celui qui est du côté du peuple ne peut pas féliciter un dictateur. Merci à vous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour nos prochaines chroniques.